Bonsoir à toutes et à toutes. Donc tout d'abord, bonne et heureuse année 2018. Et donc, je vais traiter dans cette chronique, la chronique numéro 17, de ce qu'on peut définir comme étant l'ingénierie sociale. Alors, qu'est-ce que l'ingénierie sociale? Finalement, au fond, plantons le décor un petit peu et avançons. Donc la culture de l'inégalité ne concerne pas que le domaine économique, bien entendu. Elle touche, je dirais aussi, la configuration du champ perceptif. En effet, je dirais que le fondement des théories de la surveillance, telles que résumées par le principe panoptique de Jérémy Bentham, défini comme étant la dissociation du couple, voir et être vu. Alors comment pouvons-nous dessiner aujourd'hui les pourtours de la politique comme ingénierie sociale, qui consiste alors, je dirais, à bâtir et entretenir un système inégalitaire, justifié par une multitude, je dirais, d'individus, faisant le jeu, bien entendu, des uns et confortant les autres. Donc le but de la manœuvre, bien entendu, est de prendre le contrôle du système de perception d'autrui sans être soi-même perçu. Puis, je dirais, d'y introduire des effets en réécrivant les relations de cause à effet, de sorte qu'autrui se trompe quand il essaie de les remonter pour comprendre sa situation présente. Nous avons des exemples, je dirais, édifiants concernant ce genre de pratique. Par exemple, pour étayer ce que je suis en train d'avancer, prenons par exemple le cas de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Nous avons un ténor de l'époque, dans la qualité de Yasmina Reza, qui nous rapporte des propos d'un de ses conseillers, en l'occurrence Laurent Soli, défini comme étant la réalité n'a aucune importance, il n'y a que la perception qui compte. Alors, nous sommes bel et bien dans ce que je peux appeler un constructivisme radical, issu de l'école de Palo Alto, et très en vogue, hein, je dirais, dans les milieux des consultants, qu'un temps appelait, je dirais, Kluskar, comme étant des experts du sophisme. Alors, ces milieux-là, ou ces chantres, n'hésitent pas à considérer que la perception peut être détachée de tout référent objectif, et bien entendu réel. Alors l'ingénierie des perceptions devient alors une activité quasi démiurgique, hein, il faut bien le reconnaître. Et nous avons dans ce cadre, ce cas d'espèce bien entendu, construction hallucinante, collective, partagée, je dirais même normalisée et définissant la réalité commune. Autrement dit, on peut définir comme cela une sorte de, je dirais, un ensemble stabilisé de relations causales falsifiées. Ainsi que je dirais également l'avance dans un essai le célèbre pirate informatique Kevin Mitnick. Rappelez-vous, dans l'ingénierie sociale, serait l'art de la supercherie. Plus précisément, l'art d'induire autrui en erreur et d'exercer
n'ayons pas peur de le dire, un pouvoir sur lui par le jeu, sur les défaillances des angles morts de son système de perception, voire même de défense. Nous sommes, en cas d'espèce, je dirais, chez les magiciens de l'idée. Ces mêmes magiciens reprochant bien entendu à certains religieux d'avoir une pensée magique, mais qui eux-mêmes sont également dans une certaine magie de la perception. On pourrait les qualifier comme des illusionnistes ou des prestidigitateurs appliqués à tout le champ social, de sorte, bien entendu, à construire un espace de vie en trompe-l'œil. Une réalité truquée dont les règles véritables ont été intentionnellement, bien entendu, je dirais camouflées. Alors, ces techniques de manipulation s'appuient sur les sciences de la gestion, qu'on pourrait qualifier de nébuleuses, de disciplines qui ont commencé, je dirais, à constituer un corpus cohérent à partir des années 20 et dont la théorie de l'information, ce qu'on a appelé plus communément la cybernétique, résume les grandes lignes idéologiques, dont certains adeptes, au nom de l'intelligence artificielle, sont en train d'essayer de nous réintroduire ce genre de concept. Alors, si on doit résumer les grandes lignes idéologiques, c'est-à-dire à savoir les êtres vivants et les sujets conscients sont des systèmes d'information susceptibles d'être modélisés, contrôlés, voire même hackés, au même titre que les systèmes d'information non vivants et composés, je dirais, d'objets non conscients, ben, ma foi, pour les plus connus, ces disciplines gestionnaires sont le marketing, le management, la robotique également, le connectivisme, qui sont finalement au fond la psychologie sociale qu'on appelle le behavioriste comportemental. Alors, nous avons des programmes qui sont mis en place, tels que par exemple la programmation neurolinguistique, hein, le fameux PNL connu, euh, et il y a des points communs dans ces disciplines hein, qui résident dans leur rapport, je dirais, à l'incertitude, qu'elles tentent toujours de réduire au minimum, si possible, bien entendu, à zéro. Alors le monde est ainsi perçu uniquement sous l'angle de systèmes d'échange, de traitement de l'information qu'il faut réussir à gérer, je dirais, du mieux possible. C'est-à-dire, pour faire plus court et pour vulgariser, en réduisant l'incertitude de leur fonctionnement, en les contrôlant le plus précisément possible. Alors en outre, je voudrais dire que contrairement aux sciences humaines et sociales, ces sciences gestionnaires, si on pourrait les qualifier en tant que sciences, ne se contentent pas d'observer et de décrire leur objet d'étude, elles interviennent, je dirais directement, aussi dessus dans le sens d'une ingénierie, donc d'un travail de reconfiguration d'un donné. Alors, quand elle se fait à l'issue du système reconfiguré, la reconfiguration devient un viol furtif de l'intégrité du système et porte le nom de piratage ou de hacking, communément dans le jargon, je dirais, ambiant. Et quand il s'applique à l'humain, cet interventionnisme reconfigurateur, pirate, se donne généralement pour but de reconfigurer le donné humain dans le sens d'une réduction de l'incertitude liée au comportement de ce donné humain, individuel ou groupal. Alors, on peut considérer que la politique, en tant qu'ingénierie sociale, gestion des masses humaines, réduction de l'incertitude du comportement et des populations, s'appuie tout d'abord sur une phase descriptive, constituée de travaux, je dirais, de modélisation de ces comportements populaires, afin de définir, oui, on pourrait dire cela comme ça, les structures générales et les constantes. Nombre de, je dirais, de spécialistes passés ont pu s'intéresser à l'ingénierie sociale, balbutiant, hein. J'en veux pour preuve les travaux faits sur la cybernétique, la psychologie des foules de Gustave Le Bon,
la rébellion de las masas de Ortega y Gasset, c'est-à-dire la révolte des masses de Ortega y Gasset, la révolte contre le monde moderne de Julius Evola, sans oublier bien entendu les études pavloviennes ou gobiniennes, et également les travaux intéressants de Serge Tchakotine. Alors, ces travaux de modélisation mettent à jour les programmes qu'on pourrait appeler, qu'on pourrait définir comme routines, conditionnements psychiques, bien entendu, et algorithmes comportementaux, auxquels, bien entendu, non seulement obéissent les groupes humains, mais s'articulent. L'informatique est l'outil idéal. Aujourd'hui, c'est un élément qui, par exemple, dans le calcul complexe, qu'on pourrait qualifier de probabilistique hein, ou de stochastique, des mouvements de foule, et qui sert à la gestion des risques dans les instances professionnelles, hygiène et sécurité. Dans le cadre, bien entendu, de l'évacuation, par exemple, des bâtiments. Mais aussi, sans oublier ce qui est un aspect fondamental, la police et l'armée, hein, pour encadrer et prévenir toute manifestation qui risquerait de déstabiliser le pouvoir. Ce que certains pourraient appeler une technique de contre-État ou une technique d'anti-subversion. De plus, je dirais le travail d'espionnage d'une population dans l'optique de modéliser ce qu'elle pense, ce qui est encore mieux, c'est ce que disait Tchakotine quand les démocraties utilisent les armes de la dictature, le renseignement, Internet, le cloud, enfin une multitude d'éléments qui sont mis en place sous couvert, je dirais, de facilité technique et d'intérêt pour tous, deviennent finalement au fond les armes du soft power. Alors, bien entendu, de plus en plus, je dirais, le système tel qu'il est établi cherche à modéliser, et afin de, je dirais, de désamorcer les nouvelles tendances critiques, hein, qui requièrent bien entendu un travail, je dirais, de longue haleine, et un travail de surveillance, de renseignement, de collecte d'informations et de fichage considérablement facilité par, je dirais, le développement de l'informatique ubiquitaire. Donc, on peut considérer également que cela diffuse dans un environnement tel que l'avait théorisé en son temps Mark Weiser, hein, qui, rappelez-vous, qui nous décrivait à son époque que les systèmes experts de croisement des bases de données électroniques locales, publiques et privées, ce qu'on appelle l'interaction, voire même l'interception des communications, paiement par carte et autres, garantit à un moment donné effectivement la surveillance des individus. Alors, le recoupement de ces informations glanées sur les réseaux numériques permettant de calculer par profiling, hein, n'ayons pas peur de le dire, hein, c'est du profiling, une estimation du taux de dangerosité qu'une population ou un individu représente pour le pouvoir ou pour les intérêts en exercice au-dessus du pouvoir ou dépendant du pouvoir. Alors on comprend dès lors que l'information de la société, pour y faire basculer le maximum d'éléments de la vie des populations, soit une priorité, je dirais, des politiques contemporaines. C'est en cela que dans son ouvrage de surveillance globale, Iris Sadin, je dirais, non seulement nous interpelle, nous interroge, mais nous dresse une liste presque exhaustive de ces nouvelles formes de pouvoir à vocation non plus punitive, mais anticipatrice, et dont l'emprise est strictement, je dirais, euh, coexistensive à celle de la sphère technologique. Donc nous sommes effectivement dans une sorte je dirais, de new paradigm, tel que le craignait effectivement George Orwell. Par exemple, aux États-Unis, hein, je vais vous donner un exemple qui est somme toute réel et sérieux, c'est que dans la foulée du Patriot Act sont apparus des programmes gouvernementaux de surveillance électronique tels que le Total Information Awareness et Multi-State Anti-Terrorism Information Exchange, ce qu'on appelait le système Matrix, hein, ce qui est assez amusant. Plus récemment, l'Union européenne s'est dotée elle aussi de programmes dont l'objectif consiste à centraliser pour la police la détection automatique du comportement anormal, voire même menaçant.
que ce soit bien entendu dans le cyberespace, hein, pour un DECT project, ou dans la rue au moyen des caméras de surveillance pour, par exemple, l'ADAPTS, hein, donc ce qu'on appelle l'anachronisme d'Automatic Detection and Abnormal Behavior and Threat in Crowded Space. Donc en France, le ministère de l'Éducation nationale se livre depuis quelques années à une scrutation de ces forums de discussion sur Internet, sous-traités en 2008 par l'entreprise spécialisée en stratégie d'opinion, hein, qu'on a appelé INI, donc qui est devenu par la suite Burson Marsteller. Et donc les appels d'offres pour 2009 comportent les missions suivantes. Donc il faut bien le préciser. Donc on pourrait dire que déjà d'une part, identifier les thèmes stratégiques, qu'on pourrait qualifier de pérennes, prévisibles ou émergents. Identifier également, je dirais, les sources stratégiques ou structurant l'opinion, faisant bien entendu l'intérêt de certains analystes. Ensuite, nous avons également repéré les leaders d'opinion, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, hein, et d'analyser leur potentiel d'influence et leur capacité à se constituer en réseau. Repérer les informations signifiantes, en particulier ce qu'on appelle les signaux faibles, hein, par lesquels effectivement elles peuvent passer. Suivre les informations, je dirais, signifiantes, hein, dans le temps, relever les indicateurs quantitatifs, ce qu'on pourrait qualifier comme des volumes de contributions, nombre de commentaires ou d'audience. Bref, rapprocher ces informations et les intercepter. Et plus important surtout, anticiper et évaluer le risque de contagion et de crise systémique. En fait, la démarche est d'alerter, de préconiser en conséquence, hein. Les informations, je dirais, signifiantes, pertinentes, sont celles qui préfigurent un débat, un risque, je dirais, d'opinion potentielle, une force qu'on pourrait qualifier comme une crise ou tout temps fort à venir dans lequel les ministères se trouveraient impliqués, bien entendu. Alors, la veille sur Internet, je dirais, portera sur les sources stratégiques. Comment pourrons-nous qualifier ça? Effectivement, sur les sources stratégiques en ligne, euh, des sites de commentateurs de l'actualité, revendicatifs, informatifs, participatifs, politiques, économiques, psychologiques, psychiatriques, etc. La liste serait longue et fastidieuse, dans le cadre, bien entendu, aussi bien des syndicats, des partis politiques, des portails thématiques, hein, ou régionaux sur les sites militants d'associations. Nous avons bien entendu, dans le cas d'espèce, des mouvements revendicatifs ou d'alternatives des leaders d'opinion. Alors, la veille portera également sur les moteurs généralistes, hein, ce qu'on appelle les forums grand public ou spécialisés, les blogs par exemple, les pages personnelles, les réseaux sociaux, ainsi que, je dirais, les appels à la pétition en ligne, les boycotts, enfin, et sur une multitude d'autres formats de diffusion, aussi bien audio que vidéo, comme je suis en train de le faire présentement. Alors les sources d'informations formelles, je dirais que sont la presse écrite, les dépêches d'agences presse, la presse professionnelle spécialisée, les débats des assemblées, les rapports publics, hein, par exemple, les baromètres, je dirais, d'études, de sondages seront également surveillés et traités. Comment essayer de mettre, je dirais, en articulation les interactions entre des sources de nature différente, les passages de relais d'un média, je dirais, d'un média à l'autre, seront soigneusement analysés, ce qu'on pourrait définir comme étant la clé de voûte du dispositif de veille, hein, le passage en mode alerte, qui visera à transmettre systématiquement les informations stratégiques, ou on pourrait qualifier les signaux faibles susceptibles de monter de manière inhabituelle, voire même, je dirais,
oui, inhabituellement accélérée. Alors comment pourrons-nous aujourd'hui essayer de comprendre cette articulation dans un cadre réel et sérieux? Donc prenons l'exemple du ministère de la Santé, de la Justice et de l'Intérieur, qui ont également recours aux services d'entreprise, négligeons pas, offrant les mêmes prestations. Alors, quant à la veille, je dirais, du passage éditorial et au repérage des publications éventuellement subversives, elle est pointilleuse, comme l'ont appris à leurs dépens, je dirais, certains secteurs d'activité de l'État. Alors, à cette même période, on peut considérer que des sites internet tels que par exemple la Fnac ou Amazon, en quête de nouveautés en librairie, lorsqu'ils tombent par hasard sur l'insurrection qui vient effectivement, le consultant en sécurité y voit la trace d'un processus intellectuel qui ressemble extraordinairement aux origines d'Action Directe. Et sans baragouiner, je dirais, achète d'un coup 40 exemplaires. Il mettra en main propre au directeur général de la police nationale, Frédéric Péchenard par exemple, assorti d'une petite note. Là, je parle je dirais, d'un cas précis, une anecdote, mais qui est fondée sur effectivement des informations réelles et sérieuses. Alors, rédigé par un comité invisible, un comité qui finalement au fond n'a pas de réalité publique, l'ouvrage est attribué par les policiers à Julien Coupat, par exemple, qui figure de principal accusé dans l'affaire Tarnac. Parvenu à un stade de modélisation de la population considéré comme suffisant, on peut alors passer à la deuxième phase, le travail d'ingénierie proprement dit. Alors, bien entendu, à ce moment-là, on va s'appuyer sur des modèles découverts pour les reconfigurer dans le sens d'une standardisation accrue. Et donc, bien entendu, d'une meilleure prévisibilité des comportements. Il y a également l'ingénierie politico-sociale, qui consiste ni plus ni moins que dans un travail de programmation et de conditionnement des comportements, ou plutôt je pourrais requalifier le terme en reprogrammation ou reconditionnement, parce qu'on ne reconditionne pas que les machines, mais aujourd'hui, dans cette conception cybernétique du tout, on reconditionne également les êtres humains, ce qui est quand même assez, je dirais, cocasse. Et donc, quand on parle de reprogrammation et de reconditionnement, puisque l'on ne parle jamais d'une tabula rasa, c'est-à-dire, soyons honnêtes, mais toujours d'une culture déjà donnée du groupe en question, avec ses propres routines, ses propres conditionnements, les sociétés humaines en tant que système d'information peuvent ainsi être reconfigurées dans le sens d'une harmonisation, ce que d'autres appelleraient une homogénéisation, voire même qu'on pourrait également qualifier de standardisation des normes et des procédures. Afin bien entendu de conférer à celles-ci et à ceux qui les pilotent une meilleure vue d'ensemble, un meilleur contrôle, l'idéal étant de parvenir à fusionner la multitude de groupes humains hétérogènes dans un seul groupe global, un seul système d'information, bref. Une pensée unique à tous azimuts, une administration centralisée et une gestion sécurisée, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui les architectes de la mondialisation ne poursuivent pas d'autre but, soyons clairs là-dessus. Alors comment pouvons-nous qualifier après ce que je viens d'expliquer dans la conduite d'une certaine dynamique de l'ingénierie sociale, certains ont défini comme la stratégie du choc, comme par exemple Naomi Klein. Donc, l'ingénierie sociale, comme travail de reconfiguration d'un donné humain, procède toujours en infligeant des chocs méthodiques. C'est ce qu'avaient compris justement Milton Friedman et Ed Bulger.
Il suffit de relire les travaux très intéressants et de grande qualité du Mont Pèlerin et également de l'Université de Chicago. Alors en effet, reconfigurer un système pour le rendre plus sûr et plus, je dirais, plus prédictible, c'est parce que c'est en fait ça qui les importe, qui leur importe, c'est que le système soit plus prédictible. Donc cela exige bien entendu au préalable d'effacer son mode de configuration actuel. Sorte de réinitialisation d'un groupe humain requiert donc de provoquer son amnésie par un traumatisme fondateur, ouvrant une fenêtre d'action sur la mémoire du groupe et permettant bien entendu à un individu extérieur de travailler au-dessus pour la reformater, voire même réécrire, un peu comme réécrire un code, la recomposer. Donc l'expression stratégie du choc, pour désigner cette méthode de hacking social, a été, comme je le disais tout à l'heure, popularisée dans son ouvrage fort intéressant, et je vous renvoie également sur YouTube à regarder son documentaire sur la stratégie du choc en matière d'économie. Donc cette expression, bien entendu, a été définie par Naomi Klein dans son prestigieux ouvrage La stratégie du choc ou la montée d'un capitalisme du désastre, et qui elle-même met en évidence l'homologie des modes opératoires, ce qu'on appelle des modus operandi, du capitalisme libéral et de la torture scientifique. Donc je rejoins Spengler là-dessus, effectivement, une sorte de déviation du communisme mène à une certaine forme de manipulation et de torture. Mais comme son alter ego, qui était le capitalisme, a exactement en son sein les mêmes, je dirais, les mêmes outils. Et c'est en cela que finalement, ils sont dévoyés tous les deux. Bon. Alors, Naomi Klein a théorisé il nous a mis à la lumière la théorisation des manuels de la CIA, à grand renfort de références, bien entendu, psychiatriques, sur les thérapies par le trauma, à savoir la production intentionnelle des chocs régressifs sous la forme de crises économiques planifiées, ou voire même de traumatismes émotionnels, méthodiques, afin d'anéantir les structures de données jusqu'à une table à obtenir finalement au fond, une table rase permettant d'en implanter de nouvelles. Ce qu'on appelle, finalement, on ne sommes pas très éloignés du principe des sectes, hein. C'est comment détruire la personnalité d'un individu et ensuite la reconstruire selon les besoins du gourou. Bon, là, le gourou serait effectivement le système. Alors la crise économique actuelle n'échappe évidemment pas à ces grandes manœuvres de refondation par la destruction qui visent le plus souvent à centraliser davantage un système pour en simplifier le pilotage. Dans une étude parue par exemple en mai 2009, le Center for Public Integrity, une association américaine de journalistes d'investigation, estime que les banques américaines et européennes n'ont pas été victimes de la crise financière qui a éclaté aux États-Unis en 2008, mais sont coupables de l'avoir délibérément provoquée. De son côté, par exemple, l'économiste William Engdahl écrit ainsi dans son blog: les tenants de l'aboutissant d'un phénomène programmé utilisent la panique pour centraliser le pouvoir, comme je l'expose dans mon prochain livre, Power of Money, The Rise and Decline of the American Century. Le pouvoir de l'argent, essor et déclin du siècle états-unien. Je dirais que finalement, au fond, dans toutes les grandes paniques financières aux États-Unis, au moins celle de 1835, les titans à leur époque de Wall Street, surtout la maison JP Morgan, avant 1929, ont, je dirais, délibérément déclenché la panique bancaire en coulisses, hein, voulant absolument consolider, je dirais, leur emprise sur le système bancaire états-unien. Les banques privées ont également utilisé cette panique pour contrôler la politique de Washington. Notamment, je dirais, la définition exacte de la propriété privée de la nouvelle réserve fédérale en 1913, rappelez-vous, qui avait pour but de consolider leur contrôle sur les groupes industriels comme US Steel, Caterpillar, Weston
House, etc. Bon, en bref, je dirais que ce sont des habitués de ce genre de guerre financière qui sont passés maîtres dans le domaine de compétences qui augmentent leur pouvoir. Alors ils doivent, je dirais manifestement, oui, on pourrait dire ça comme ça, ils doivent manifestement maintenant faire quelque chose de semblable à l'échelle mondiale, et non plus à une échelle plus, je dirais, un peu moins prétentieuse. Afin, bien entendu, aujourd'hui, de pouvoir continuer à dominer la finance mondiale, le cœur, je dirais, de la puissance du siècle États-Unis. Alors, on connaît également l'histoire du développeur informatique qui diffusait lui-même des virus pour ensuite vendre les antivirus aux propriétaires d'ordinateurs infectés. Rappelez-vous l'histoire un peu atypique de Pierrot le Fou chez Symantec, filiale bien entendu de Microsoft, loin s'en faut, puisque appartenant au rouage de la société Norton. C'est en cela que, en définitive, étant donné que dans les systèmes embarqués Windows sur la plupart des ordinateurs était proposé l'antivirus Norton, l'histoire de ce Pierrot le Fou qui a défrayé la chronique concernant le fait d'avoir effectivement développé des virus pour vendre ensuite l'antidote. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur cette histoire, ce n'est pas le cas de cet audio. Donc, revenons dans le champ économique. Alors, effectivement, on parlera aussi de dérégulation ou de libéralisation pour évoquer par euphémisme, je dirais, ces déstructurations intentionnelles. Je reprends un peu l'ouvrage intéressant de Naomi Klein, qui en donne de multiples exemples, appuyés par des réflexions théoriques de Milton Friedman, dans sa fameuse sentence de 1982, hein, rappelez-vous, seule une crise, réelle ou supposée, peut produire des changements, qui toutes convergent dans le dessein de détruire les économies nationales, locales ou d'échelle encore inférieure, en les dérégulant et en les libérant pour les réguler, en les plaçant sous tutelle d'entreprises multinationales, privées ou d'organisations transnationales telles que le Fonds monétaire international, plus connu sous l'appellation du FMI ou la Banque mondiale. Donc il s'agit finalement au fond chaque fois de faire perdre à une entité sa souveraineté, son fameux self-control, pour la mettre sous un contrôle extérieur. Alors l'obstacle majeur à ce processus colonial est le niveau de santé de l'entité, synonyme en politique de son niveau d'autonomie et de souveraineté, qui résiste bien entendu naturellement à cette tentative de reconfiguration par une prise de contrôle étrangère, voire même ce qu'on pourrait qualifier dans un terme un peu plus mécanique, voire même un peu plus obscur, d'OPA hostile, qui bien entendu sera ressenti comme une aliénation, voire une transgression de son intégrité. Alors la violence des chocs infligés sera à la mesure, bien entendu, du niveau de santé et de souveraineté de l'entité, son niveau de résistance, bref. En outre, je voudrais préciser que dans un cas d'ingénierie sociale, il n'est pas nécessaire que les chocs infligés soient toujours réels. Ils peuvent se dramatiser. Rappelez-vous comment une rumeur ou une information peut déstabiliser, je dirais, les investissements en bourse. Ce qui importe, c'est d'avoir effectivement la conception, je dirais, du champ des perceptions. Alors les chocs méthodiques peuvent donc relever du canular, de l'illusion pure, ou encore entremêler de réelles et illusions, comme le note par exemple le polémiste, essayiste, économiste libéral Alain Menck dans son fameux ouvrage Les 10 jours qui ébranlèrent ou qui ébranleront le monde.
Alors je dirais seul un événement, finalement, au fond, traumatique, nous réveillera tant que les faits du 11 septembre 2001 s'est évanoui. C'est peut-être une fausse alerte à Londres, l'apparition d'un cybervirus susceptible de bloquer les réseaux informatiques mondiaux, ou pire, le geste d'un psychopathe s'estimant lui-même à l'aune du nombre de ses victimes. Les démocraties n'anticipent jamais, mais elles réagissent. Alors l'opinion interdit en effet les mesures préventives qui bousculeraient la vie quotidienne, mais elles acceptent les décisions qui suivent un événement traumatique. Rien ne serait mieux pour nous de nous mettre finalement au fond en alerte qu'un gigantesque canular dès lors qu'il aura suscité une panique, un faux chantage nucléaire par exemple, qui serait donc une très très bonne pédagogie à mon sens. Alors effectivement, en ayant expliqué tout cela, certains pourraient me dire mais où veut-il nous emmener? Ben finalement, au fond, à une certaine, je dirais, conduite à observer dans une réforme, voire même d'un changement. Et la résistance au changement, tel qu'elle est le problème principal à surmonter finalement en ingénierie sociale. La question qui se pose, et d'une façon, je dirais, répétitive, c'est que aux praticiens, comment provoquer le moins de résistance à mon travail de reconfiguration, comment faire en sorte que les chocs infligés ne provoquent pas, bien entendu, phénomène de rejet, et donc comment faire accepter le changement, et si possible, bien sûr, comment le faire désirer, ce qui est encore plus, je dirais, plus intelligent. Euh, et comment faire adhérer au choc et au reformatage qui s'ensuit, hein, qui, bien entendu, seront les conséquences. Comment faire apprécier, voire aimer l'instabilité, le mouvement, la précarité, bref, si je peux me permettre ce néologisme, le bougisme. Bref, en tout état de cause, comment inoculer le syndrome de Stockholm à des populations entières? Un prélude qui finalement, au fond, consiste à préparer les esprits en faisant la promotion dans l'espace public de mots-clés tels que nomadisme, mot très utilisé par notre prélat en chef et ô combien d'une intelligence féroce que peut être Jacques Attali, dématérialisation, terme est bien entendu emprunté à l'informatique, déterritorialisation, terme que nous avons aujourd'hui dans nos chers mondialistes de l'économie, mobilité, terme très utilisé également dans une certaine conception du libéralisme économique à tous azimuts, flexibilité, terme très adapté dans ce qu'on appelle les écoles ou les think tanks de l'ultracapitalisme, rupture et réforme, que nous avons également dans d'autres, je dirais, d'autres nouvelles philosophies. Mais ce n'est nullement suffisant, il faut être clair là-dessus, et dans ce cas d'espèce, la plupart des spécialistes le savent, ne pas se reposer sur ses lauriers. Alors, dans tous les cas, l'attaque indirecte, dont la visibilité provoque, je dirais, un cabrage réactif, contre-productif, doit être abandonnée au profit d'une tactique indirecte, dite de contournement. Donc dans un vocabulaire, bien entendu, militaire. Je vous renvoie bien entendu également aux œuvres de Sun Tzu hein, ou de Masushi, hein, le traité asynchro, c'est un peu les méthodes des arts martiaux appliquées aux affaires. Donc, en termes de management et de sociologie des organisations, cette stratégie du choc indirect est appelée conduite du changement ou changement dirigé. Donc, rappelez-vous, on peut, je dirais, illustrer cette méthode par ces propos où elle peut résumer à elle seule l'esprit de l'ingénierie sociale, faire changer un groupe alors qu'il n'en éprouve pas le besoin. Rappelez-vous, l'être humain a besoin de, je dirais,
de répondre à ses besoins et comment faire pour lui en inventer des nouveaux. Donc, globalement, ça marche pour lui. Et la méthode, à proprement dite, le dysfonctionnement intentionnel de ce qui marche bien, mais que l'on ne contrôle pas pour le remplacer par quelque chose que l'on contrôle. Rappelez-vous un petit peu ce que Stallman définissait dans la Free Software Foundation. Vous avez un problème avec un logiciel, vous envoyez des rapports d'erreur, on vous règle cette erreur, mais derrière, les tenants de ce logiciel sont en train de réfléchir pour vous fournir un deuxième problème, afin que vous puissiez les ressolliciter. Et donc, facialement, garantir l'utilisation d'une façon permanente et addicte de ce logiciel. Finalement, au fond, effectivement, l'informatique et le système tel qu'il est défini aujourd'hui dans son mode d'exécution est assez analogue. Bon, en l'occurrence, la destruction, parce que tout cela, bien entendu, concourt à un élément qui est fondamental, qui est pour moi quelque chose de réel et sérieux, qui n'est pas finalement une invention, une vue de l'esprit, mais nous parlons bel et bien d'une façon réelle et sérieuse, puisque toutes ces théories ont une concrétisation qui, en l'occurrence, est la destruction du service public qui marche bien et qui échappe à la spéculation et au marché pour les remplacer par des services privatisés sur fonds spéculatifs. Et c'est en cela, finalement, que toute cette théorie est en train d'aujourd'hui de s'orienter. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce que je pourrais faire cet audio sur la fabrication du consentement, sur une multitude de facteurs, sur le tititainment, sur ces fameux architectes de la mondialisation qui ont effectivement bien compris comment manipuler les foules. Finalement, au fond, nous sommes, je dirais, dans une période où nous revenons par la virtualisation à des concepts qui finalement ne sont pas novateurs. Elles ont déjà existé. Rappelez-vous les guerres contre-interruptionnelles, rappelez-vous également la reality building, également, je ne voudrais pas citer certains travaux des théories du biopouvoir qui ont à un moment donné été développés dans les années 30. Donc, en guise de conclusion, on pourrait dire que le pouvoir centralisé qui tente de se mettre en place au niveau mondial ne possède aucune légitimité démocratique. Ça, c'est un fait établi. On sait qu'aujourd'hui, l'ultracapitalisme est antidémocratique. Ça, c'est celui qui, par voie de conséquence, essaye de mêler la démocratie avec cette entité, ce système tel qu'on veut nous le vendre aujourd'hui, est soit un escroc, soit un idiot. Il faut être honnête. Je peux comprendre que des gens vendent la démocratie, qui n'est que finalement tenterait à être qu'une façade, mais pour un but bien inavoué, à des individus qui pérorent, qui perroquettent d'une démocratie dont ils ne comprennent même pas les essences et son mode de fonctionnement. L'Union européenne, par exemple, en est l'illustration la plus frappante. Un despotisme éclairé, authentiquement soucieux, je dirais, des intérêts du peuple, serait à la limite tolérable. Mais nous en sommes déjà malheureusement fort loin, il faut être honnête. En l'occurrence, le risque d'extinction de ce nouvel ordre mondial fait peser non seulement sur l'humanité, mais encore sur toute forme d'intelligence, est le plus grave que l'histoire ait jamais connu. De fait, son projet est bel et bien d'achever l'histoire, car ce n'est pas tel ou tel groupe humain que le mondialisme cherche à examiner et ensuite à exterminer, mais l'espèce dans son entièreté. Et encore au-delà, la simple capacité à l'articulation intelligible d'un discours signifiant, face à cette violence que je pourrais qualifier d'inouïe, la résistance doit s'organiser. Cependant, si l'on veut qu'elle soit constructive et ne stagne pas dans les émeutes incohérentes et acéphales dont les détracteurs ont bien compris l'analyse avertie et je dirais réelle, ou du terrorisme stérile, cette résistance doit impérativement être organisée, planifiée, calculée, stratégique dans l'optique d'une reprise du pouvoir institutionnel, essentiellement par l'infiltration lente des structures du pouvoir, afin de se réapproprier ce que la démocratie, je dirais, nous garantit, le pouvoir par le peuple et pour le peuple.
Et ce n'est pas que quelques petits prélats qui, à droite à gauche, sont déçus par les examens et l'historicité des peuples de s'être manipulés, qu'il faut justifier ensuite l'écrasement, voire un autoritarisme, voire un fascisme de détestation à l'égard des populations. Alors, bien entendu, la contestation reste inoffensive aussi longtemps qu'elle reste visible, hors système ou dans la rue. Il faut lui substituer une subversion invisible située au cœur du système et inscrite dans le long terme. Je dirais l'insurrection qui vient doit être conçue, réfléchie, méthodique et rationnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en est très loin. Hein. Nous sommes dans l'hystérie, enfin bon. Et c'est une raison pourquoi aussi j'ai quitté les hangouts, parce que j'ai trouvé que finalement c'était contre-productif. Et ce n'est pas de la prétention, c'est que simplement, effectivement, ça ne sert qu'à blablater et ça finit en pugilat. Bon. La procédure à tout renversement du pouvoir illégitime a donc besoin d'une organisation de type militaire. Ça, c'est un fondement qui est non négociable. Et pas seulement militante, hein, parce que ça ne sert pas non plus des gens qui finalement blablatent sur des théories et qui finissent, je dirais, isolés, parce que cela doit reposer effectivement sur l'intérêt commun. Cela doit, à mon sens, être nourri d'une réflexion tactique et stratégique approfondie, elle-même appuyée sur une éducation et sur une culture du renseignement, d'espionnage et de contre-espionnage, ainsi que sur un profilage et une mise en fiche systématique de ceux qui nous profilent et nous mettent en fiche. Connaître son ennemi est un élément fondamental, lui appliquer ce qu'il nous applique, rétablir l'égalité du couple, voir et être vu, en bref, pirater les pirates, pour répondre à la question que se posait Juvénal, qui gardera les gardes. Un modèle d'organisation nous a été proposé par l'histoire, il s'agit du Conseil national de la résistance, le CNR, je sais que j'en parle souvent, formé suite à l'appel du 18 juin 1940 lancé par le général de Gaulle en exil, qui rassembla les femmes et les hommes de toute origine politique, sociale, confessionnelle, pour lutter contre l'envahisseur nazi. Aujourd'hui, l'ennemi du genre humain a changé, il n'est plus identifiable à une zone géopolitique particulière. C'est en cela que je dis aux gens de faire évoluer les idées qu'ils ont, les maîtres à penser qu'ils ont eues. N'est pas, je dirais, n'est plus identifiable à une zone géopolitique. Hein, c'est un fait qu'il va falloir intégrer dans le logiciel. Et il appartient à cette classe ou cette hyperclasse transnationale de privilégiés, dont nous parle effectivement Jacques Attali. Je vous invite à le lire, hein, il est fort intéressant. L'oligarchie économiquement dominante qui travaille activement sur l'architecture système de la mondialisation selon les modalités d'ingénierie que nous avons, je dirais, pu définir ces dernières décennies, dont bien entendu Warren Buffett prétend qu'elle serait en train de gagner la guerre contre les classes populaires. La guerre a donc bien été déclarée par eux, hein, il faut être honnête, même s'ils nous vendent de la paix et de la tranquillité pour mieux garantir leurs intérêts. Hein. Vous savez, c'est un peu le phénomène des castes en Inde. Hein. Calmez-vous, ne vous révoltez pas, vous êtes des terroristes, vous êtes des méchants. Ils nous culpabilisent et puis en même temps, ils nous vendent leur terrorisme à eux sans aucun problème. Bon, ceci étant. Alors, bien entendu, en réponse, je dirais qu'il faut apporter des textes. Prenons par exemple le texte du Conseil national de la résistance, le fameux manifeste reproduit, qui sera l'appel des vétérans du CNR, lancé en 2004, pour commémorer le 60e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, programme bien entendu politique conçu par le peuple et pour le peuple, dont l'oligarchie a dit qu'il fallait déconstruire méthodiquement en posant cette première pierre. Je dirais que notre but est de fédérer dans une union sacrée toutes les volontés de se battre contre l'ennemi commun, qui prend aujourd'hui le visage
de ce nouvel ordre mondial fondé sur la stratégie du choc, le chaos planifié, les crises économiques à répétition, les guerres endémiques et bien entendu, je dirais, une destruction et des conflits sanitaires programmés. Voilà. Ce qu'on appelle bien entendu la virtualisation ou la virtualisation du sens et le brandissement d'une menace terroriste pour justifier la surveillance concentrationnaire des populations. Alors si ce système ne s'effondre pas de lui-même, alors il faudra lier des... Rappelez-vous ce que disait Marx, le capitalisme se détruira de lui-même. Et si auquel cas, effectivement, il ne se détruit pas de lui-même, sur ça, cette analyse, je suis en doute. Bon. Alors, reste à nous de le faire, puisque nous l'avons créé, à nous, finalement, au fond, d'utiliser une autre voie, une autre possibilité. Et Dieu sait que nous sommes nombreux à reconnaître qu'il y a effectivement un problème, même si nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur les analyses à apporter. Essayons de voir un petit peu ce qui peut nous unir dans notre, je dirais, dans notre détresse et dans notre souffrance. Nous sommes des millions, voire même des milliards, et plus nombreux que notre ennemi, comme l'expliquait effectivement Orwell là-dessus. Ils ont peur de nous puisqu'ils ont besoin d'être agressifs et d'être permanents et de justifier l'injustifiable et d'une façon répétitive. Ils font finalement, au fond, ils ne font qu'utiliser les préceptes des totalitarismes pour nous imposer certaines règles, totalitarisme qu'ils condamnent à côté, mais n'hésitant pas à utiliser les armes de ce même totalitarisme. Alors, ils tremblent de terreur, c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui ils sont de plus en plus agressifs, car ils savent que leur pouvoir est assez fragile, parce que finalement, s'il y a une catastrophe naturelle ou une guerre endémique, ils ne peuvent plus faire fonctionner leur machine à spéculation, et cela, bien entendu, repose sur toute forme de stratégie, telle que le bluff, le crédit, que, bien entendu, par voie de conséquence, nous lui accordons. Alors toute sa force ne repose que sur des représentations auxquelles nous avons cru, et bien entendu, essayons de cesser d'y croire un moment. Cessons d'obéir à certaines règles injustes. Et je pense qu'à un moment donné, le réel apparaîtra. Nous sommes plus forts que lui, il faut être honnête, mais ça, il faut encore en avoir conscience. En outre, son propre pouvoir le fait souffrir car il sait bien au fond de lui qu'il repose sur le mensonge, et le mensonge absolu et de tout instant. Inconsciemment, il nous demande de le frapper pour le ramener à la raison. Alors, je finirai par cette phrase positive, ne nous privons pas. Peut-être que il nous remerciera à la longue, et que d'un mal en sortira un bien. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année 2008. Merci à toutes et à tous. Et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous. Ciao, ciao.